Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors vous le savez, dans notre émission, on vous montre souvent des pistes de diversification et celle de cette semaine est vraiment étonnante. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Et c'est parti pour un nouvel épisode de Power Boost avec à la clé du lourd comme chaque semaine. Aujourd'hui, Jean-Paul vous emmène dans l'Allier à la découverte d'une ferme qui présente non seulement un élevage étonnant, mais où se construit également un système de récupération de l'eau de pluie sur lequel nous allons nous attarder. Entre-temps, notre rubrique Les experts du biogaz va s'inviter dans l'émission avec au programme une étude sur la qualité de l'air et les éventuelles odeurs issues de la méthanisation. Et tout ça, ça débarque juste après une dose de news. Enjoy. Cette semaine, les nouvelles technologies étaient à l'honneur. Tout d'abord, les établissements Magne ont convié près de Béziers leurs clients dans le cadre d'un colloque permettant de faire le point sur les défis de la transition numérique et agroécologique en viticulture. Mais par ailleurs, à Saintes, l'agrocampus de Saintonge et le pôle innovation de Saintes ont organisé un débat sur les relations entre l'agroécologie et l'innovation technologique. Valtra a annoncé l'arrivée à l'automne d'une nouvelle gamme de tracteurs baptisée Série Q. Elle proposera 5 modèles de 230 à 305 chevaux et embarquera un moteur AquaPower 6 cylindres de 7,4 litres avec une transmission à variation continue. Stratégiquement, la série Q vient se positionner entre les séries T et S en termes de puissance. Le mot-clé avancé par le constructeur pour cette nouvelle série est la compacité avec un empattement de 3,05 mètres. Précisons aussi que ces nouveaux tracteurs présentent un poids de 9,2 tonnes avec un poids maximum autorisé de 16 tonnes. Les premiers modèles devraient être commercialisés en France au mois d'octobre 2022. Cette semaine, je vous ai trouvé un animal étonnant pour entreprendre une piste de diversification qui peut être intéressante et rémunératrice. Nous sommes allés pour cela à la rencontre des éleveurs dans l'Allier. Je vous ai trouvé ici dans l'Allier un élevage un petit peu particulier. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors vous êtes ici dans l'Allier à la tête d'un élevage très particulier. Il s'agit de quelle espèce? Ce sont des alpagas. Mais vous avez aussi, j'ai vu là-bas des... Lama. Alors c'est vrai que l'alpaga, l'utilisation c'est pour faire quoi? Alors l'alpaga, son utilisation principale, c'est la laine. On les tond une fois par an, comme les moutons, et ensuite on fait transformer la laine en vêtements, accessoires, des pulls, des gants, des bonnets, des chaussettes. C'est un animal super sociable? Oui, mais après, alors, ils sont élevés vraiment ici à l'état naturel, donc voilà, vous voyez, ils restent derrière nous, mais c'est pas eux qui vont venir chercher les câlins, c'est pas trop leur truc. Donc, ils gardent leur distance. Alors, vous avez une boutique ici, vous vendez des produits directement transformés. On a souvent parlé des problèmes de la laine de mouton, qu'on n'arrive plus à trouver de débouchés malheureusement, et vous faites aussi effectivement du mouton. Là par contre, pour l'alpaga, il n'y a pas de souci. Alors parce que par le biais d'une association, donc l'association Alpalaine, qui nous a permis de faire une importation d'alpaga en 1994 et qui a monté toute une filière de transformation de la laine, là on peut faire transformer, mais sinon c'est compliqué. Et pour les lamas, l'utilisation principale? Alors pour les lamas, l'utilisation c'est plutôt l'activité de débroussaillage. Ce sont des très bons débroussailleurs, donc ils vont s'attaquer notamment à tout ce qui est roncier, etc., ortie. Voilà, donc là, l'objectif c'est plutôt l'entretien, on va dire, de zones naturelles ou de jardins pour des particuliers, notamment, avec le gros avantage que ça ne s'attaque pas à l'écorce des arbres. Donc ça on peut mettre dans des vergers, etc., où il n'y aura pas de problème avec les arbres fruitiers. Ça veut dire que c'est une prestation que vous proposez ou vous vendez les animaux? Alors, essentiellement, c'est plutôt de la vente d'animaux, mais on peut aussi mettre des animaux à disposition en location s'il y a besoin. On en a quelques-uns pas très loin d'ici pour entretenir un parc d'une école. Ils nous ont demandé des lamas et on leur a mis plusieurs lamas pour entretenir un parc. Voilà. Ce qui est particulier, c'est que la filière n'est pas encore constituée. Ça veut dire que les animaux ne sont pas forcément recensés à l'échelon national?
Alors c'est la difficulté de ces animaux, c'est que jusqu'il y a 3 ans ou 4 ans, il n'y avait pas d'identification obligatoire des animaux. Donc on n'était pas capable de savoir en France le nombre d'alpagas et de lamas qui étaient présents sur le territoire. Donc il y a eu des décrets nationaux qui sont parus pour obliger je dirais, l'identification de ces animaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez consommer, vous, directement de la viande, mais pas la commercialiser ? Non, au niveau de la viande, en fait, à l'heure actuelle, il n'y a pas de filière sanitaire sur ces animaux-là, sur tous les camélidés. Donc petits camélidés, lama, alpaga, et grands camélidés, les chameaux et les dromadaires. Pas de filière sanitaire, c'est-à-dire pas de médicaments homologués, pas d'abattoir agréé, pas de visite sanitaire et autres. Donc on n'a pas le droit de commercialiser la viande. Il y a tout à créer, on se rend compte qu'on est au début. Ce qui est intéressant, vous êtes en pleine recherche tout le temps d'autonomie, autonomie alimentaire, autonomie sur l'eau. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une complémentarité entre les différentes espèces. Oui, alors c'est vrai qu'au niveau des entretiens, notamment des parcelles, on va pouvoir... Alors c'est des animaux en plus qui peuvent cohabiter avec d'autres animaux, des moutons, des vaches, des chevaux. Et donc l'avantage, c'est qu'au niveau entretien des parcelles, on va se retrouver quand même avec un nettoyage des parcelles qui est assez complémentaire entre les différentes espèces. Toute dernière question, vous faites ferme découverte. Donc si vous avez envie de venir découvrir ici la ferme, c'est possible ? Oui, tout à fait. On fait des visites du printemps jusqu'à septembre sur rendez-vous. On est ouvert autant aux particuliers qu'aux groupes, aux écoles, aux centres de loisirs. Voilà. Félicitations, super initiative. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Les experts du biogaz en partenariat avec Deleplanque. Quel lien entre la méthanisation, la qualité de l'air et les odeurs ? Une démarche baptisée Aquameta et menée par Atmo France vise justement à objectiver les éventuels désagréments et craintes par rapport à la méthanisation afin de pouvoir peut-être trancher sur certains conflits liés à cette activité. Alors, pourquoi l'activité méthanisation fait-elle l'objet de cette étude ? C'est Charlotte Lepitre, chargée de projet à Atmo France, qui nous apporte des précisions sur l'origine de cette recherche. On a observé que la filière méthanisation était en plein essor, que était lié à cet essor beaucoup de débats, était également lié une réticence souvent de la part des riverains. Et donc, on a voulu chercher des éléments de réponse pour connaître l'impact potentiel de la méthanisation sur le compartiment atmosphérique. Au total, 12 unités de méthanisation réparties sur 6 régions seront étudiées sur 2022 et 2023, avec bien sûr l'accord des exploitants. Objectif, élaborer une cartographie des impacts potentiels de différents polluants et des possibles nuisances olfactives de différentes unités. Mais alors, pourquoi avoir placé sur le même plan les impacts odorants et les effets sur la qualité de l'air ? Dans le cadre du projet Aquameta, on n'a pas voulu séparer la pollution de l'air et les nuisances olfactives, les odeurs, puisqu'ils posent des soucis différents, mais potentiellement liés. Donc, on s'intéresse beaucoup à la pollution atmosphérique qui, elle, peut voyager et donc impacter un territoire assez large. On va surveiller donc les polluants ammoniac et hydroxyde de soufre, mais on a voulu également regarder les odeurs pour comprendre la perception des riverains et comprendre s'il y a potentiellement un lien avec les polluants mesurés, si ce sont les polluants qui sentent ou ce sont d'autres types d'odeurs. Donc il était important d'avoir une cartographie aussi bien des polluants que des odeurs au niveau des unités de méthanisation. On peut se demander si les exploitants d'unités de méthanisation doivent s'attendre à voir leur activité modifiée en fonction des résultats qui seront publiés. Notre objectif est vraiment d'apporter des éléments scientifiques, d'apporter de la donnée sur le compartiment atmosphérique. Donc on ne va pas avoir la main ensuite sur les décisions politiques ou sur un changement auprès des agriculteurs. Toutefois, on espère apporter des éléments objectifs pour permettre une prise de décision, aussi bien politique ou sur le terrain, mais aussi de guider, potentiellement de recommander certaines actions pour limiter l'impact, notamment au niveau des riverains, mais également l'impact sur l'environnement.
À ce jour, à l'échelle nationale, peu d'études ont été produites sur l'état de la qualité de l'air et des odeurs dans l'environnement des sites de méthanisation. Il ne reste que 2 ans à patienter puisque les résultats du projet Aquameta seront connus en 2024. Quant à nous, d'ici là, on étudiera d'autres thématiques afin de devenir un expert du biogaz. Toujours sur cette même exploitation, on a vu quelque chose d'ingénieux en matière de collecte des eaux de pluie. Image. On parle beaucoup d'autonomie alimentaire, mais on peut aussi s'intéresser à l'autonomie en matière d'eau pour les élevages. Baptiste, bonjour. Bonjour. Alors Baptiste, vous êtes expert chez Agroservice 2000. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qu'il va y avoir ici, sur cette plateforme ? Donc ici, on va avoir une citerne de récupération d'eau pluviale, tout simplement, à destination de l'abreuvement de différents animaux. Alors c'est vrai que nous sommes ici tout près de Clermont-Ferrand sur un élevage qui a plusieurs espèces. Oui, tout à fait. Donc un petit peu atypique. Donc on a à la fois du bovin, de l'ovin et aussi de lama et alpaga. Et on a un éleveur qui est sensible à l'autonomie. Énormément. Donc sur les critères d'alimentation, de culture, de limite d'intrants. Donc il va vraiment aller à la recherche d'une autonomie maximum sur son exploitation. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de récupérer l'eau pluviale et de pouvoir alimenter donc en parfaite autonomie ces troupeaux ? Tout à fait. Aujourd'hui, l'idée, c'est déjà de prendre en compte l'ensemble du cheptel, l'ensemble des besoins, et autour de ça, ça permet de constituer un stockage et un volume de stockage qui va correspondre à la consommation. En général, on part sur 3 mois de consommation. C'est le laps de temps qui nous paraît le plus cohérent sur les installations qu'on a en cours par rapport à la pluviométrie qu'on peut avoir chaque année. Baptiste, l'eau qui tombe sur le toit, le problème c'est qu'elle n'est pas forcément pure, il y a des impuretés. Et non, là il faut prendre en compte tout le champ des possibles, à la fois le physico-chimique et la partie bactériaux qui vont avoir une importance et une incidence très importante sur chaque production. Et comment vous faites ? Qu'est-ce que vous apportez justement aux clients ? Alors là, on apporte déjà une analyse globale et générale, avec les différents éléments possibles. Le but étant toujours d'imiter la main-d'œuvre, donc toujours travailler en autonomie sur chaque installation. Donc on va utiliser des filtres à la fois pour la partie bactériochimique et la partie bactério toute seule, en autonomie. On arrive à être totalement autonome sur le plan de l'eau ? Oui, le plus possible. On sait qu'effectivement, on ne pourra pas automatiser entièrement, mais une majorité, afin de libérer un temps maximum à l'éleveur pour ses occupations les plus importantes. Pourquoi avoir choisi ici une citerne souple ? Alors, citerne souple pour 2 raisons. La première, c'est la simplicité de mise en place. On parle bien évidemment de 800 mètres cubes, donc un volume très conséquent. Donc on est sur pratiquement 30 mètres par 25 mètres. Il faut imaginer sur l'implantation cette simplicité-là. Contrario, on aurait eu une cuve enterrable, le budget n'aurait pas été le même, donc un budget beaucoup plus conséquent et une mise en œuvre aussi beaucoup plus dure, on va dire. Alors justement, puisque vous parlez du budget, il faut compter combien selon les projets en matière d'amortissement ? L'amortissement va se situer de l'ordre de 2 ans et demi à 5 ans. Et au-delà de ça, au-delà de cet amortissement-là, on a un gain de productivité car on maîtrise l'eau et la qualité de l'eau. Merci beaucoup Baptiste. Merci. Voilà, l'émission Power Boost touche à sa fin. J'espère bien sûr qu'elle vous a plu. Vous savez que l'on va se retrouver la semaine prochaine. Mais d'ici là, n'oubliez pas de regarder notre chaîne YouTube. Chaque jour, vous aurez de nouvelles vidéos à découvrir. Je vous souhaite une excellente semaine.